revenir à du plus conventionnel. Donc j'ai 40 espèces fruitières différentes, résistantes au froid. Donc on va faire des pistaches résistants à -28. Ils font des pistaches en Ukraine, faut savoir. Ils font des agrumes assez hauts en Russie, résistantes à -18. Ils font des... noix de pécan, ça vient du Canada. Ils font des figuiers jusqu'en Norvège, Danemark, Suède, Canada. Ils ont des figues. Donc ils ont des mangues aussi jusqu'au Canada, Montréal, Québec. Et ce sont des mangues comme on trouve dans le commerce Non, c'est la même famille, mais c'est meilleur. C'est des petits noyaux, enfin petits, comme ça, comme des fèves, quoi. C'est pas le gros noyau, mais c'est meilleur. On peut faire des oliviers résistants à -23. En Auvergne, ils ont des olives. Partout en France, on peut faire des olives. Des cacahuètes aussi, la variété qui s'appelle Hâtive d'Espagne, très précoce. On peut faire des bananes résistant à -14, qui poussent sur les contreforts d'Himalaya à 2000 mètres d'altitude. Permaculture, alors ça prend en considération les biotopes, la concentration des espèces, donc ça prend en considération les enracinements, les formes, la morphologie aérienne et donc souterraine, la phénologie, donc c'est les gaz, les molécules chimiques. Il y a des plantes comme avec les légumes qui font que les arbres ou les légumes qui vont s'entraider ou se repousser. Si tu passes par l'école, tu n'as plus le temps de te renseigner finalement, tu passes par l'école, machin, ben voilà, du coup, c'est certes, tu as ta petite bourse là d'installation, mais il faut qu'en quelques années, en 4 ans, tu te dégages un salaire, sinon tu dois tout rembourser. Du coup, puis ils apprennent à faire qu'un truc, maraîchage, fruitier, animal, et pas de la polyculture. Ils veulent pas du vivrier, parce qu'il y a un mec, d'ailleurs la permaculture n'est pas reconnue par l'État. Pourquoi? Parce que ça fait un gars qui pendant plusieurs générations va quasiment rien vendre, il va tout bouffer pour lui, il va éventuellement donner les surproductions, il va faire du troc. Il va pas du tout être un bon consommateur. Il va rien acheter à l'extérieur, il va donner à l'extérieur. Parce qu'il y a une éthique dans la permaculture, c'est de revendre de redistribuer les surplus. Parce qu'évidemment, un pommier peut produire 800 tonnes de pommes, voire 1 tonne 2, voire 1 tonne 7 de pommes. Donc c'est sûr, il mettra un temps fou à donner ça, mais quand on a fait 100, ça te fait énormément de tonnes de pommes. Hein. Donc c'est très long à mettre en place, mais une fois que c'est en place, Donc on a vu que la seule plante pour l'instant qui a été découverte qui augmente la croissance et la fructification des plantes voisines, c'est l'argousier. À ne pas confondre avec l'arbousier. L'argousier, donc c'est surnommé ananas de Sibérie. C'est persistant, c'est très résistant à la sécheresse, au froid, mais il faut un sol un petit peu calcaire, voire neutre, mais pas que de l'acidité comme chez nous. Ça marche pas du tout. C'est un des rares fruits gras, comme l'avocat. Donc pas facile à ramasser. Il faut couper les branches, les mettre au congélateur, taper pour que tout tombe d'un coup, sinon il faut tirer les fruits. Il faut prendre des variétés sans épines. Donc voilà, très bonne association. Sinon, l'élagnus dont je parlais, là, il augmente de 30% la production des noix. Et le peuplier, vous voyez ce que c'est le peuplier d'Italie ouais, qui monte comme ça augmente de 20% la production des céréales à côté, pendant les 5 premières années. Il faut recommencer tous les 5 ans, c'est... Sa présence suffit à augmenter la production. C'est ça, ouais. Oui. C'est une histoire d'antenne tellurique. Ah, tiens. Tu pourras mettre des bâtons dans les champs, t'augmenterais un peu tes rendements. De simples bâtons. C'est comme ça qu'ils ont découvert au tout départ. Et ils ont interdit cette pratique parce que ça faisait reliquat de paganisme et le christianisme voulait s'imposer comme seule culture. Ils ont interdit cette pratique. Parce qu'en fait, ils se repéraient dans les champs en semant à la volée, en mettant des piquets. Là où ils avaient semé, ils mettaient un piquet. Donc ils avançaient comme ça. Et ils avaient remarqué que les champs où ils laissaient les piquets, ça produisait un peu plus. Il y avait plus de graines par épi et plus d'épis par... ça fait presque magique finalement. Ouais. Si vous avez des surfaces d'eau, il y a plusieurs grands maîtres. Il y a 2 grandes écoles. Il y a Bill Mollison, un fondateur de la permaculture, et en gros, et Masanobu Fukuoka, qui est plus philosophie naturelle. Très 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 joli d'ailleurs. Bill Mollison, c'est plus un conquérant à l'anglaise, quoi. Qui sort le tractopelle au bout d'un an d'observation. Mais même l'Autrichien, c'est un gros utilisateur de tractopelle. Mais même Fukuoka, il dit tant qu'on gagne avec un coup de tractopelle. Je dirais 200 € le minimum de location de tractopelle, mais tu passes à 300 €, tu as un énorme machin qui fait un travail colossal. Voilà, il faut savoir que dès que tu dépasses 30% de pente, la faune a du mal à s'implanter. Donc c'est une pente très très tiède. Les crapauds, tout ça. Mais bon, plus c'est vertical, plus tu as de chaleur qui va s'accumuler. Mais il y a aussi l'eau.
l'eau qui reflète le soleil, Oui. ça fait un miroir, ça te fait un deuxième soleil qui va se réverbérer et ça compte. D'ailleurs, quand ça se réverbère sur les nuages, qui est de la vapeur d'eau, ça fait aussi un deuxième miroir qui fait un lieu beaucoup plus lumineux par temps nuageux. Si tu as 10% de ton terrain en eau, et pas d'algues qui poussent dessus, et pas d'ombre d'arbres dessus, tu as un lieu beaucoup plus lumineux, ce qui fait que tu peux concentrer encore plus les végétaux. C'est à prendre en considération. De toute façon, la permaculture, on se rend compte que déjà l'agriculture sylvo-pastorale qui mélange prairie et forêt est la plus productive au monde, mais si tu mélanges prairie, forêt et eau, le mélange des trois, tu as un rendement encore plus puissant. Dans l'eau, tu peux faire énormément de choses. Certaines algues, certains planctons, certains animaux, par mètre cube, tu peux faire 300 kg de poissons. Tu peux faire des crevettes d'eau douce, tu peux faire de la spiruline, tu peux te survivre avec 1,20 m² par personne. Et c'est bon à manger? Pas mauvais. Mais il faut, c'est un peu subtil à détailler. Pour conserver sa souche, il faut beaucoup d'additifs, quoi, pour qu'il garde sa spiralité. Ah, Ça dépend. Tu peux faire ça en mayonnaise, ça passe bien. C'est un petit goût de poisson. Ça va en fait. Hein. C'est un peu gras, il y a des huiles, tout ça dedans, il y a des oméga, il y a tout. Tu peux même faire une espèce d'écrevisse bleue qui fait 250 grammes en un an. 30 cm de long, qui a un goût de homard, le pilier des océans. On va faire Et ça mange tous les déchets. Faire des trucs qui résistent aux hydrocarbures, au sel. On peut élever ça ici? Ouais. Et ça commence, la Non. révolution? Non, du Et tout. l'école, non? Non, décolle pas du tout. Pourtant, ça devrait, avec les résultats... Non, il y a très peu d'acteurs. Même moi qui parle des plantes tapissantes, j'en suis à... Ça fait quoi, 2 ans que j'ai introduit des plantes tapissantes. Et tu verras aucun autre permaculteur, d'ailleurs il y en a très très peu en France, qui tripe sur les plantes tapissantes. Mais je sais pas, les fruits, tout ça... Pareil, les ça doit- fruits, c'est très long à mettre en place. Il faut savoir que la pomme c'est presque un piège. la Il pomme, faut connaître les variétés adaptées. Il y a énormément de... La génétique des plants. À une époque, je disais, mais c'est une erreur, que la génétique d'un lieu prime sur le design. Mais si tu n'as pas un bon design, ça mûrit pas, donc ça, on peut pas... Qu'est-ce qui s'appelle le design? La L'exposition? conception, ouais. La conception ça en du fait jardin, partie. Ouais. du lieu. Ouais. La manière dont tu te déplaces dedans, les chemins, le relief, D'accord. les points d'eau, on peut soulever les coulées d'air froid. Donc si tu as genre 30 mètres de haie, ou on peut faire moins, mais si tu es dans une pente, tu peux, à partir du moment où le soleil se couche, tu as une dépression atmosphérique, un truc qui se fait, tu as les coulées d'air froid qui dévalent la pente. Donc si tu es dans une pente, tu as du froid qui t'arrive dessus dans le sens de la pente. Mais si tu as une petite haie, suivant la densité de la haie, la quantité de lianes, de forme tabulaire, en forme de table, ou de retombante, ou de persistant qu'il y a dedans, de bois mort, de pierre, d'eau, ta haie, tu peux la réduire et elle est soulevée, la coulée d'air froid. Tu as une chaleur qui va monter, qui va la soulever, du coup tu as une petite zone protégée, et tu ne tapes pas une espèce de vent froid qui t'arrive dessus. Donc c'est un microclimat, on appelle ça. Ce qui fait que tu peux y mettre ta maison, une serre, des animaux. Un potager, ça mûrira mieux, ça poussera mieux dans un microclimat que dans un endroit exposé au vent, à la sécheresse, au cagnard. Finalement, même la plupart des légumes peuvent pousser à la mi-ombre. Tous. Au bout de 3 générations, ils sont tous adaptés génétiquement à l'ombre et tous les légumes passent. Même les trucs qu'on dit plein soleil, tomates, aubergines. L'avantage de la mi-ombre de pousser en forêt, c'est que certes, tu as peut-être un tout petit peu moins de rendement, mais tu as moins arrosé, tu as moins de désherbage. Puis il faut voir les pertes, tu vas te rendre compte que l'abricotier, tu pourras en planter autant que tu veux, ils vont crever. Les noyers, ils vont pousser lentement. Du coup, il faut plutôt faire des semis de noyers, un semis d'abricotier. Dans certains cas, semer certaines plantes pour les greffer. Et surtout greffer ce qui est déjà en place. Tout ce qui est cerisier, aubépine. Les pêchers, par exemple. Ah oui. Le pêcher la cloque. Le pêcher, la cloque de pêcher, j'ai tout fait. Ah oui, Tout ce qui était prêt, je ne Alors, je suis vais te dire, jamais arrivé La bordelaise, à éliminer éliminer ça la marche cloque du pêcher. Non. Déjà, la cloque, quand ils ont la Ah, cloque. quand même, un cloque, c'est horrible. Ah oui, c'est affreux. alors, il y a des espèces plus ou moins résistantes, mais si tu sèmes au bout de 3 générations, donc les pêches, ça produit au bout de 3 ans. Donc il faut 9 ans pour qu'il n'y ait plus de cloque. Il faut le ressemer 3 ans de suite, 3 générations de suite, Ressemer. pour qu'il s'adapte au sol génétiquement et il n'y ait plus cette espèce de bouton d'adolescence. Ressemer, en fait, il c'est-à-dire faut replanter. l'enlever ou pas? Dès qu'il a des fruits, ça sert à rien de l'enlever. Si tu prends un brugnon, il va crever limite. Donc tu le fais survivre. Si t'es pas de la pêche de vigne, qui supporte bien la cloque, Ouais. elle l'a, mais elle n'en meurt pas. Dès qu'il fait des fruits, tu ressèmes ce fruit. Déjà, il aura moins de cloques. Au bout de 3 générations, il supporte pas. À replanter C'est les... ça, tout à fait. Ah, ouais, d'accord.
Mais c'est ça, pour que ce soit les légumes ou les arbres, tu auras toujours une meilleure plante adaptée génétiquement à l'environnement. Si on Parce reprend que la ses plante, elle va propres- évidemment donner des génétiques adaptées au climat. C'est sûr que là, ça prend plus de temps. Eh oui, ressemer ses propres graines. Donc, c'est ça. Ouais. systématiquement. Ouais. C'est ça Pour la qui- pêche, c'est la solution la plus radicale, Mm. à moins de traiter évidemment. Il faut savoir que la souris vient d'Asie, de Chine, que le rat qu'on connaît, le rat des villes, il vient de Russie, le lapin vient du Maghreb, tout ça vient d'ailleurs. Hein. Ah bon? La cerise vient pas de chez nous, la pomme vient pas de chez nous. Il n'y a que 4 fruitiers originaires d'Occident. Alors les gens, quand ils me disent ouais, toutes ces variétés, ces espèces fruitières qui viennent de loin, finalement, oui, ça vient pas de chez nous, c'est mondialisation, c'est pas bien, ça ramène des maladies, machin. Mais oui, Mais tout vient. tout vient d'ailleurs. Pas par la carotte. Et encore, faut voir. Et encore, faut voir. Ouais. Et regardez, tout vient du croissant fertile, quasiment, tous les légumes et les céréales en plus. Ouais. Et puis c'est la base d'une civilisation, l'agriculture, donc c'est bien de faire des... Enfin, c'est dur de trouver une espèce fruitière qui se répande et qui prenne la place de plantes autochtones. Bref, il vaut mieux se méfier quand tu importes une plante avec de la terre, qui n'est pas un champignon ou un insecte dedans. Ça peut être très dangereux. Certaines plantes, comme je parlais de l'abricotier de l'Himalaya, là, il faut savoir que si il ne fait pas moins 30 ou moins 20 chaque hiver, ça peut arriver un virus, la Charka, qui est un virus très grave, qui est genre un feu bactérien. Donc il vaut mieux importer des greffons, des bouts de branches que tu nettoies à la javel, que tu greffes. Permaculture, ça vient aussi de permanente culture, donc culture permanente. Donc, aux abords de Paris, ils cultivaient au moins 5 fois les parcelles qu'ils avaient. Dans l'année, ils faisaient des rotations de culture, peut-être plus encore. Ce qui fait que sur 5 mètres carrés, ils arrivaient à être autonomes pour les familles. 5 mètres carrés, ça paraît fou. Si tu fais de la rotation suffisamment fréquemment, tu fais de la haute densité, tu n'as pas de désherbage, tout ça. Hein. Ils s'y mettent à haute densité au Canada, tout ça. Il vaut mieux faire des légumes plus petits et que t'es embêté à les désherber, quoi. Donc ils se touchent les uns les autres, du coup tu désherbes pas, quoi. Quelle idée. Ou alors tu mets une plante appétissante adaptée, quoi. C'est bien plus adapté à l'absence d'intervention. Donc c'est aussi en permaculture l'absence d'intervention. Tu installes une logique qui fait que tu n'as plus à entretenir, machin. Tu viens juste poser et tu ramasses. C'est tout. En fait, les prix n'ont pas augmenté depuis les années 40. Ouais, Du coup, ça monte, et la mondialisation, enfin comment dire, le pouvoir d'achat, tout ça, on a pu acheter en quantité, exporter, on était content, on a pu exporter, on a détruit les économies africaines et les autres. Du coup, ils font nos cacahuètes, nos chocolats, ils font nos bananes, tout ça. Donc on est content, on les a esclavagisés. Et maintenant, ça nous arrive, c'est à nous que ça arrive. Parce que maintenant, les pays de l'Est, tout ça, la Chine qui font du blé, des trucs comme ça, dans la Beauce, tout ça. Et que nous, si on n'est pas ultra subventionné, ça se croûte. Vu que les prix n'ont pas monté. Les agriculteurs, du coup, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui ont été à fond dans l'industrie. Donc avec les produits, tout ça, les variétés, ils sont à fond. C'est des cyborgs, les gars. Et les autres sont partis en ville parce qu'ils ont vu que ça marchait mieux. C'est moins de boulot, c'est moins stressant. Ça produit. Ils sont souvent pas fiers. Hein. Il y en a peu qui mangent, qui consomment leurs propres produits. D'ailleurs, les céréales, ils rebalancent un petit coup de Roundup juste avant de récolter, comme ça sèche un peu la graine. Ils ont vu que c'est un agent desséchant. Roundup. Et cette pratique est apparue en même temps que les intolérances au gluten. Donc des fois, il n'y a pas que le gluten. Problème. Ouais, c'est super lourd les traitements qu'ils mettent partout. 57 traitements sur la vigne, 37 sur la pomme. Comme dit Claude Bourguignon, c'est de la gestion de pathologie végétale. Hein. c'est ce qui... C'est pas rentable le truc, il est temps de faire autre chose, montrer, parce qu'ils veulent pas t'écouter, et c'est que si tu me montres que... Mais pourtant, le couple Bourguignon a l'air d'être assez sollicité. Lui et d'autres. Hein. Il faudrait un autre gouvernement avec lui comme ministre de l'Agriculture, par exemple. Avec par hectare, il faudrait 70 semi-remorques de broyat par hectare pour faire un super sol. Quoi. 70, c'est énorme. Hein. Tu dis ça à un agriculteur, il rigole. Jamais il va se embêter à ramener 70 semi-remorques de broyat. Ça va à l'encontre du libéralisme, de la gratuité comme ça d'abondance. Donc, tous les vergers collectifs qu'il y avait dans tous les petits villages, il n'y en a plus, parce qu'avant il y en avait partout. Hein. Parce que les petits commerces locaux qui vendent ça, ils détruisent le figuier qui est à côté parce qu'ils vendent des figues importées d'Espagne, tu vois. Ah oui. C'est logique. C'est pour ça que Yannick Noah et d'autres, ils ont essayé de refaire
les forêts normales, quoi, les forêts fruitières pour le collectif. Donc l'économie gagne toujours sur la mise en commun du vivrier collectif, quoi, hein, le bien-être commun, le marché avant tout. Hein.